y a beaucoup d'étudiantes qui ont été poussées dans la prostitution parce que c'était des femmes qui travaillaient dans des cafés, dans des restos, dans des bars, qui ont perdu ces emplois, qui se sont retrouvées à faire de la webcam sur Internet. C'est un phénomène sans précédent, la pensée unique dans tous les médias d'Occident avec la censure. On n'a jamais vu ça, sinon dans les années 30 en Allemagne. Donc ce traitement qui est considéré par les gens qui soignent des patients Covid en ambulatoire, qui voient des centaines ou des milliers de patients, qui est considéré comme étant donc le plus efficace ou un des plus efficaces avec le traitement avec l'ivermectine, en fait ce traitement n'a jamais été testé sur une population vulnérable dans un essai randomisé. C'est jamais arrivé dans le monde. Nous, on impose, on force, disons, là, on n'est pas encore dans la position, en tout cas, j'espère pas, mais qu'on va aller vers massivement une vaccination et ça repose sur une publication officielle qui est faite par le fabricant lui-même, alors qu'on connaît l'état de corruption du domaine. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième rencontre du collectif de professionnels et autres acteurs de la société québécoise pour une couverture plus juste de la crise sanitaire. Oui, le nom est long, on le sait, on travaille là-dessus. Donc, écoutez, cette semaine, on a Jacques Coligny, Laurence Bergeron-Michaud, Pierre Brisson et Arnaud Courty avec nous. Je vais laisser le soin aux invités de se présenter eux-mêmes. Donc, on va commencer avec Laurence Bergeron-Michaud qui est avec nous pour la première fois cette semaine. Laurence, bonjour. Oui, bonjour Julie. Alors je me présente avec toi, chère Julie. Je suis l'initiatrice de ce collectif et je suis aussi une travailleuse du milieu communautaire depuis de nombreuses années. J'ai travaillé aussi en éducation populaire, donc ma lunette d'analyse et de compréhension de la crise que l'on vit va être abordée sous cet angle-là aujourd'hui. Maintenant, on a eu quelques questions, quelques commentaires suite à la première vidéo. J'ai oublié de le mentionner au début de l'entrevue. Si vous avez des questions, posez-les soit sur la page Facebook ou sur le site. En fait, on va se faire une chaîne Odyssée dédiée au collectif où on va publier les vidéos. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va répondre à ces questions-là au fur et à mesure qu'on fait des entrevues. Donc, Laurence, écoute, je te laisse un petit peu continuer. Tu voulais nous parler de quelque chose en particulier, la santé des femmes, je crois. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, je me posais la question, où sont les femmes dernièrement? Parce que moi, dès le début de la crise, au mois de mars, je me suis beaucoup inquiétée de l'impact que tout cela allait avoir sur les femmes. Puis j'espérais qu'il y ait des femmes, des féministes, des groupes de femmes qui en parlent éventuellement. C'est ça, moi j'ai fait des petites recherches cette semaine sur un groupe que je connaissais déjà qui s'appelle le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes, qui ont publié un document avant les fêtes 2020, puis qui ont fait un constat des impacts de la crise sanitaire sur les femmes. Puis, elles nous disent qu'on assiste à un recul de 30 ans en termes de santé entre les femmes et les hommes. Ça a vraiment fait reculer les conditions des femmes, les conditions de santé, notamment du côté des problèmes préexistants d'accessibilité et d'adaptation aux besoins des femmes du système de soins de santé qui se sont aggravés. Là, on peut penser les services à domicile, les femmes qui sont âgées, l'accès à des services en gynécologie obstétrique, les femmes qui ont accouché dans les derniers mois, des fois, ils étaient privées de la présence de leur conjoint, etc. Je m'excuse, le recul, tu dis, c'est depuis quand, ce recul-là? Bien, c'est que les constats que l'équipe du RQASF fait, c'est que ça amène un recul de 30 ans au niveau des conditions de la capacité des femmes à obtenir des bons soins de santé. Okay. Donc, fait que ça, c'est pour le premier aspect. Il y a aussi les inégalités sociales entre les femmes et les hommes qui se sont accentuées, notamment des pertes d'emploi, plus de pauvreté. Moi, j'ai vu passer dernièrement une information comme quoi il y a beaucoup d'étudiantes qui ont été poussées dans la prostitution parce que c'était des femmes qui travaillaient dans des cafés, dans des restos, dans des bars, qui ont perdu ces emplois et qui se sont retrouvées à faire de la webcam sur Internet et tout.
Un autre recul, c'est dû au fait que l'accès aux soins et services pour les femmes marginalisées est compromis. Là, on pense aux Autochtones, les femmes racisées, les femmes issues de la diversité sexuelle, en état d'itinérance, etc., avec le couvre-feu. Il y a aussi, enfin, l'aspect charge mentale et niveau de détresse psychologique qui se sont accrus. La santé mentale s'est nettement détériorée. Il y a la conciliation travail-famille-études qui a causé ça. Il y a aussi le partage problématique des charges domestiques et des soins des enfants. Le rôle de proche aidante, d'aidante naturelle qui s'est accru ou qui est devenu plus exigeant ou voire qui a été impossible à accomplir puis qui a amené aussi de la détresse pour les femmes. Beaucoup de séparations, de divorces, accroissement de la violence sexuelle, conjugale, familiale. Ça aussi, c'est passé dernièrement dans les nouvelles. Évidemment, les fameuses, les anges gardiens de François Legault, les travailleuses du système de santé qui sont complètement épuisées. Et ce n'était pas nommé dans le document du RQASF, mais moi, j'ajoute là-dedans toute la modernisation du système d'éducation qui se fait sur le dos des enseignantes parce que ce sont elles qui, présentement, doivent utiliser leur créativité, leur capacité d'adaptation pour faire en sorte de proposer un enseignement aux élèves qui soit tant sur un mode en présence que sur un mode virtuel. Donc, tout ça se fait sur leur dos. Ils ne sont pas payés pour ça, c'est bénévole. Donc, ça, c'est dans un premier temps. J'étais contente de tomber sur ce rapport-là, de voir qu'il y avait quand même quelque chose qui avait été fait sur les conditions des femmes par rapport à la pandémie et tout. Maintenant, dans un deuxième temps, je me posais des questions parce que pour avoir travaillé dans des groupes de femmes, dans des centres de femmes, je sais que, puis ça c'est particulier aussi au Québec, il y a une approche qui a été développée par les féministes québécoises pour compléter, c'est comme ça qu'elles le disent, l'approche biomédicale de la santé. L'approche biomédicale de la santé, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle dominant, c'est la vision dominante de la santé qui existe, qui s'est développée au cours du dernier siècle. Puis d'ailleurs, les femmes ont beaucoup été laissées derrière avec ce modèle-là, parce que si on recule dans l'histoire, c'était les femmes qui donnaient les soins, qui s'occupaient des accouchements aussi, etc. Je ne vais pas tout refaire l'historique, mais juste un peu. Puis ça leur a été confisqué quand il y a eu toute la professionnalisation de la médecine qui a été accaparée par des hommes, qui est devenue très mécanique. On soignait une partie du corps avec un traitement. C'est le médecin qui est l'expert et qui sait et qui peut dire ce que tu dois faire avec ton propre corps. Donc, les féministes québécoises ont développé une approche, une résistance à l'approche médicale avec leur approche globale et féministe de la santé, qui comprend 8 axes différents. Là, je vais te transmettre, Julie, les sources pour que les gens puissent aller chercher tous ces documents-là puis lire plus en profondeur sur le site du RQASF. Mais il y a 8 axes différents. Il y en a 5 que moi, j'ai sélectionnés ici parce que je me demande où sont les femmes qui utilisent cette approche-là. Il y en a, mais où sont-elles? Où est le RQASF? Parce qu'eux, ils ont publié au mois de mars 2020 des articles qui parlaient plus de prévention et qui référaient vers un site Internet qui menait à l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, qui était moi une ressource que je ne connaissais pas et que j'ai ajoutée dans mes sites que je consulte dernièrement. Mais là, si je reviens aux 8 axes de l'approche globale et féministe de la santé, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la biomédecine, c'est une conception mécaniste du corps qui segmente la personne, mais la conception féministe voit l'être humain comme un tout. Donc, ça définit la santé de manière holistique, puis qui est aussi le résultat de rapports sociaux. Donc, ça, c'est un axe qui est important, puis qui, moi, je pense que ça peut être utile pour analyser la situation qu'on vit présentement. Qui est totalement exempte de rapports sociaux. Oui. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'auto-santé, qui est un autre axe, qui parle de la prise en charge personnelle de sa santé.
Les féministes québécoises ont traditionnellement fait la promotion, notamment dans les centres de santé des femmes. On a ça au Québec, les centres de santé des femmes. Donc, l'auto-santé, ça vise une relation thérapeutique plus égalitaire, basée sur le respect, la communication et la participation de la personne qui consulte. Donc, ça, je trouvais ça intéressant aussi. L'approche globale féministe est aussi axée sur l'autonomie des personnes, le droit au consentement éclairé. Donc, on croit qu'il y a une responsabilité des thérapeutes et des soignants de fournir toute l'information disponible. Donc, ça, c'est aussi un point important. Et comme les savoirs biomédicaux traditionnels sont basés sur l'exclusion des femmes, ça doit être remis en question si on utilise l'approche globale féministe. Donc, il faut toujours être vigilant et faire face, avoir un sens critique face aux savoirs à prétention universelle, okay, ça c'est dans le texte, qui sont souvent soutenus par des intérêts économiques, par exemple l'industrie pharmaceutique. Ah, intéressant. Enfin, l'approche globale féministe nous invite à avoir une ouverture aux approches alternatives. Donc, ça aussi, je trouvais que c'était intéressant comme cadre d'analyse. Et pour terminer, comment on met en pratique l'approche globale et féministe de la santé? Ici, ça nous dit que ça suppose la remise en question des savoirs communément admis. Donc là, c'est là que moi, je me questionne à savoir où sont les femmes féministes, où sont les groupes de femmes québécois pour critiquer. C'est super ce qui a été fait sur les impacts des mesures. Sauf que là, j'aimerais ça entendre des femmes qui parlent et qui analysent, qui critiquent sur la nature de la crise, sur pourquoi tel traitement nous est proposé plutôt que tel autre, tu sais, plus sur une analyse systémique en profondeur. L'approche globale et féministe en santé, quand on met ça en pratique, on doit revendiquer notre droit à l'information et qu'on doit chercher d'autres sources qu'on nous propose. Mais là, c'est pour ça que je me pose des questions, à savoir où sont les femmes, parce que, oui, notre droit à l'information, il est où notre droit à l'information? Là, quand François Legault prend des décisions en secret avec un conseil scientifique qui n'est pas vraiment scientifique parce qu'il y a juste un médecin. Juste sur cet aspect-là, moi, j'ai une grosse lumière rouge qui s'allume, puis mon droit à l'information en tant que femme, mais en tant qu'être humain aussi, je ne sens pas qu'il est respecté. Mais je me questionne à savoir où sont les femmes qui utilisent cette approche-là pour critiquer ça aussi avec moi. Ils nous disent aussi, quand on met en pratique l'approche globale, qu'il est nécessaire de considérer le contexte politique, économique et social dans lequel l'information, le médicament, le vaccin ou le service nous sont présentés. Et qu'il est aussi essentiel d'examiner les impacts sur la santé et sur la société de la pratique et qu'il faut avoir une approche collective et sociale plutôt qu'individuelle. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi. Et enfin, l'application de l'approche féministe exige la production de savoirs alternatifs. Donc, j'ose espérer que le Regroupement québécois d'action pour la santé des femmes est en train de faire des recherches, de pousser ses analyses, etc. Je me questionne à savoir pourquoi ils n'ont pas continué de mettre des liens vers l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Mon copain disant blague, ils ont peut-être eu peur parce que féministe, ça peut rimer avec complotiste. Je ne sais pas, mais mon intervention aujourd'hui se veut comme une bouteille à la mer. Je tends une perche aux femmes critiques, aux groupes de femmes, aux femmes qui ont déjà utilisé l'approche globale et féministe pour analyser ce qui peut se passer. Je les invite à nous contacter puis à voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble parce que je me questionne à savoir où sont-elles dans ce débat. Oui, voilà, l'appel est lancé. Super intéressant tout ça. Je voulais revenir sur les enseignants. Tu parlais des enseignants comme quoi la charge de travail est élevée. Moi, j'ai vécu, j'étais en Chine à l'époque, mais j'ai enseigné de janvier jusqu'à juin en ligne et c'est vrai que ma charge de travail a augmenté considérablement dès que j'ai commencé à travailler en ligne parce que, moi, j'enseignais à des jeunes.
Il faut que... On nous a garoché des cours comme ça à la dernière minute, un dimanche soir. Voici ce que vous allez enseigner. Vous commencez mardi. Mais c'était des PDF. Donc, moi, je ne peux pas faire un cours avec des jeunes. C'était des cours de 3 heures en plus, avec des PDF. Donc, j'avais énormément de recherches à faire, essayer de rendre ça un petit peu plus interactif. Donc, ça, c'est vrai, il y a une charge de travail qui est élevée. Aussi, je pense qu'il y avait une nouvelle cette semaine dans, je ne sais pas si, je ne me rappelle pas de quel média qui avait rapporté ça, mais qu'il y avait un décrochage énorme chez les profs qui lâchaient l'enseignement à cause des conditions. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Laurence. Super intéressant tout ça. On va maintenant parler avec Pierre Brisson. Pierre, je te laisse te présenter. Merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. J'ai pris connaissance du collectif en signant sa lettre au mois de décembre et c'est moi-même qui ai contacté Julie en disant voilà, je suis en réserve de la République, si vous avez besoin d'experts ou en fait de gens militants, mais aussi avec un background. Alors moi, je suis retraité malgré mon apparence jeune. Après 40 ans d'enseignement, en fait, j'ai enseigné à l'Université de Montréal, Sherbrooke, UQAM, Moncton, enfin, comme chargé de cours dans le domaine des toxicomanies. Ce qui fait que j'ai une connaissance, une certaine expertise dans la lecture des chiffres, puisque la toxicomanie est un problème de santé publique. Alors, et j'étais surtout, moi, en prévention. Alors, toutes ces questions d'incidence, prévalence, conséquences, épidémiologie, j'ai fait du millage avec ça pendant des années. Et d'ailleurs, j'ai travaillé aussi 25 ans à l'INSPQ même, comme formateur et consultant, expert conseil, sur la prévention de la transmission du VIH chez les UDI. Ça, c'est nos acronymes, c'est-à-dire les usagers de drogue par injection. Okay. Et également la prévention des surdoses. Donc, c'est quand même le domaine des maladies infectieuses. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de médecins de santé publique. Je vois un peu la culture de ce milieu-là. Et moi, j'ai une formation, ça peut paraître un peu incongru, en communication de l'UQAM, maîtrise, et j'ai fait mon mémoire sur l'impact des médias sur la société. Donc, là aussi, mon autre intérêt, c'est de constater jusqu'à quel point, pour moi, c'est un phénomène sans précédent. Mon directeur de thèse est un voisin ici à Longueuil, puis il est sur Facebook, puis je vois juste publier des photos de ciel, puis de ruisseaux, puis d'oiseaux. Puis pourtant, c'est un expert international en communication, il a publié. Je dis, c'est un phénomène sans précédent, la pensée unique dans tous les médias d'Occident avec la censure. On n'a jamais vu ça, sinon dans les années 30 en Allemagne. Comment les gens en communication n'ont pas au moins une lettre envoyée aux journaux? C'est incroyable. En tout cas, donc, c'est mes deux domaines d'intérêt. Et je dirais que ce que je trouve intéressant dans le collectif, c'est qu'il m'apparaît vouloir tabler sur la rigueur et le respect. Alors, moi, je suis un peu, parfois, sur le bord de débrancher tout ça parce que je trouve que c'est bien beau de dire que nos opposants nous manquent de respect. C'est vrai, dans certains cas, là. Mettons que je vais le dire, les chroniqueurs du Journal de Montréal sont des incendiaires, mais il y a des éléments qui peuvent être plus nuancés, qui nous sont favorables, que ce soit à la SRC, au devoir, etc. Et je sais que dans mes interactions, moi, j'essaie de développer cette attitude d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire vérifier mes sources, pas envoyer du stock plus ou moins idéologique ou mal vérifié, et même des faussetés, et d'admettre mes erreurs si j'en fais. Voilà ce que j'appelle la rigueur intellectuelle, ce qui n'implique pas d'avoir un doctorat. L'autre attitude, c'est de respecter autrui. Moi, je n'ai jamais traité personne de mouton ou de trucs comme ça. Je n'utilise pas les termes merdia, etc. En fait, si on tombe là-dedans, on prend les armes ou on s'en va, on va en retraite. Et si on veut, par le collectif, essayer d'établir des ponts avec les gens de l'autre côté qui peuvent être nuancés, intelligents, bien, je pense qu'il faut faire attention à cela. Là, je vais arrêter parce qu'on va dire, tiens, un moraliste, c'est un... Non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai toujours dit aux gens, essayez de ne pas tomber dans l'insulte. L'insulte, c'est vraiment, c'est à la base. Hein. Si on regarde la pyramide de l'argumentation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas. Hein. Les insultes, c'est parce qu'on n'a pas d'argument. Donc, je comprends qu'il peut être difficile pour des gens, parfois. Évidemment, quand on est marginal puis on est à l'encontre du discours officiel, on se fait maltraiter et il y a beaucoup d'absence de rigueur et de respect de l'autre côté. Mais c'est un signe
de sagesse ou de supériorité que de ne D'authenticité. pas tomber là-dedans. Exactement. Bon, voilà. Exactement. Ceci étant dit, je trouve ça intéressant. Je vais quand même donner un exemple sur lequel je pourrais faire du millage après, parce que je voulais vous parler, moi, des statistiques de surmortalité. J'ai eu des correspondants, des amis sur Facebook qui ont publié des trucs qui étaient faux la semaine passée. C'est en rapport au masque. Alors, et puis la personne qui a publié quelque chose qui était faux a répondu assez rapidement en disant, ben, parce qu'en fait, la nouvelle, c'était que l'OMS change d'idée sur les masques. Je disais, voilà une bombe. Et en réalité, la nouvelle datait de mars passé. Ben oui, c'est sûr qu'en mars passé, il taponnait comme tout le monde. Et là, la personne prétend que c'est dans un site de réinformation récent et qu'il y a eu une conférence de presse à l'OMS et qui dit cela. Alors, je me tape la conférence de presse au complet. C'est 1 heure. Hein, il faut vraiment vouloir être rigoureux. Mais j'ai apprécié parce que j'ai vu tout le staff, là. Le docteur Ryan, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Je ne les avais jamais vus. Ça se passe un peu comme à Québec, sauf qu'ils ont 2 pieds de distance entre chacun, des questions des journalistes. En tout cas, j'ai trouvé ça amusant. Pas de 2 pieds, nouvelles. juste 2 pieds? Ah, 2 pieds. Probablement. En plus, oui, c'est vraiment énorme, énorme. OK. Soit dit en passant, à Québec, ils ne font pas le 2 pieds. Hein. Si vous avez remarqué, on pourrait les reprendre. 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres. Okay, 2 mètres. Je l'ai écouté au complet et donc, il n'y avait pas cette nouvelle-là. Fait que je l'ai dit à mon interlocuteur, etc. Et là, je voyais un peu que ça brassait dans son fil de discussion et il y a eu le réflexe de l'enlever. Alors, tu sais, bravo. Moi-même, cette semaine, quelqu'un me reproche d'avoir publié une nouvelle d'une médecin allemande qui avait vraiment un pédigré incroyable et qui a fait un truc sur les masques et qui disait que c'était dangereux pour la démence puis pour les enfants et tout. En tout cas, ça m'a pris au cœur sans doute. La femme avait l'air tellement convaincante que j'ai publié ça sans vérifier. En fait, et je me fais répondre par quelqu'un, un jeune étudiant très, très convaincu. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Cette femme-là n'est pas listée sur Wikipédia, elle n'a aucune publication. En fait, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui a une approche, je dirais, parallèle de médecine intégrative, etc., et qui n'est pas du tout dans la science. Voilà. Alors, je m'excuse publiquement, je dis que j'aurais dû faire mes devoirs, mais ça nous a permis, cela, d'aller ailleurs. Un, de questionner la validité des articles scientifiques. Et là, j'ai cité M. Ioannidis, qui a déjà écrit un texte dans Sciences et Culture ou Sciences et Vie, en tout cas, je ne sais pas trop quoi. On a relaté dans Sciences et Culture un papier qu'il avait écrit comme quoi la majorité des études en épidémiologie, en médecine, sont des études qui sont fausses. Parce que les gens qui les font n'ont pas assez de méthodologie, la réplication n'est jamais possible, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait faire l'objet d'une émission complète. Les prétendues validités bétonnées des articles scientifiques. Et on comprend aussi tout le jeu qui se fait à propos, par exemple, de l'hydroxychloroquine sur ces études-là versus ces études-là. On est non seulement dans une crise sanitaire et sociale, mais dans une crise de la science. Et il va falloir l'aborder de front et qu'on arrête de nous servir l'argument « c'est scientifique, c'est pas scientifique ». Et ce que j'ai aussi amené, beaucoup de gens sont pour une médecine alternative, médecine douce, médecine globale, médecine traditionnelle, ayurvédique, chinoise. Et tout ça, c'est un domaine qui, effectivement, n'est pas scientifiquement, apparemment, appuyé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas subventionné, il n'y a pas d'études. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont parmi les dissidents ou les résistants, qui sont d'ailleurs des gens des médecines alternatives. Et ostéopathes, chiropraticiens, etc., etc. Il y a beaucoup de chiropraticiens qui ont signé la lettre. Donc, tout ça, c'est des éléments intéressants pour montrer que la science n'est pas le point final à toute discussion. Il y a différentes sciences et il y a des choses qui sont encore peut-être pas démontrées, mais qui peuvent être intéressantes au niveau de notre immunité. Et mon Dieu, je ne sais pas si mon 15 minutes est passé, je ne sais même pas comment. Non, mais moi, je te laisse aller. Hein? Tu me laisses aller. Alors, je vais essayer de... Parce que j'ai fait un travail avec une personne à qui je me suis lié d'amitié sur Facebook. Suite justement à un fake comme ça, j'ai noté dans les posts des gens que des gens mettaient un truc très simple qui disait « il y a moins de surmortalité cette année, il y a moins de morts ». Et en fait, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils prenaient les chiffres de l'Institut de statistique du Québec, les chiffres qu'on peut aller, tout le monde allait les consulter, mais qui arrêtaient au 31 octobre. C'est tout récemment qu'ils ont mis les 2 derniers
les 8 semaines qui manquaient. Et là, il comparait les 44 semaines aux 52 semaines des autres années dans une petite colonne faite maison en disant « on vous l'avait dit ». Et ça, moi, ça m'a insulté. Je me dis, si on procède comme ça, jamais on aura la crédibilité d'aller des médias. Et là, je lis cette semaine, donc c'est enfin sorti les chiffres. Et là, la nouvelle officielle, c'est pas compliqué, c'est que sur mortalité, ça a augmenté de 10 donc c'est exceptionnel parce qu'habituellement, c'est une augmentation de 2 par année. Ça s'appelle les données brutes. Tu prends les chiffres qui sont là, tu fais une règle de 3, puis tu arrives à ça. Et c'est là que je trouve que des gens comme nous et d'autres, et sûrement d'autres universitaires encore plus calés que moi, pourraient arriver en disant des données brutes comme ça, tu peux leur faire dire n'importe quoi, et ça ne traduit pas vraiment la réalité. Moi, ma question sur la surmortalité, parce qu'on en parle souvent depuis le début de la crise, moi, c'est la surmortalité. Moi, moi, je ne suis pas scientifique, là. Moi, je suis journaliste. Donc, c'est ça. Je pose des questions. Je me suis toujours posé la question, la surmortalité. Pour moi, j'ai l'impression que ça ne me dit rien. Ça me dit juste qu'il y a plus de gens qui sont morts, mais ça ne me dit pas de quoi ils sont morts, ces gens-là. OK, oui. Peut-être qu'effectivement, tu fais bien, Julie, de rappeler pourquoi l'indice de surmortalité est important. Je vais citer ici une entrevue de l'experte en santé publique, là, Astrid, je dis toujours Studebaker, mais c'est pas ça, là, comme je l'ai marqué ici. Je pense que c'est Struckelberger. Struckelberger, l'expert suisse qui est assez connu, qu'on a vu sur plein de vidéos à l'européenne et qui a travaillé à l'OMS, soit dit en passant, 3 ans. Et elle explique très bien dans une vidéo que pour statuer si on est en état de crise épidémique et puis que ça va très mal, là, il y a 2 indices. Il y a l'indice en amont, l'indice en aval. L'indice en amont, c'est qu'il y a de l'incidence croissante exponentielle, c'est-à-dire des nouveaux cas. Et ça, la seule façon de l'établir, c'est les tests. Alors, si tes tests sont fiables, puis effectivement, les cas se multiplient, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu fasses attention. Évidemment, si c'est quelque chose de bénin, parce que tu n'as pas la confirmation que la conséquence, c'est un décès, ben, tu laisses aller aussi. Et là, ici, bien sûr, la question des tests PCR remet en question le dépistage. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on y reviendra. Mais l'autre truc en aval, c'est les conséquences, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une augmentation des décès? Et pour le savoir, si on prend juste les chiffres de la COVID, c'est sûr qu'il y a une augmentation des décès. Si on compare juste maladie pulmonaire, grippe et tout, l'indice le plus sûr des gens qui font ce genre de comparaison-là, c'est de faire l'indice de toute cause mortelle confondue par année. C'est-à-dire qu'on met évidemment les maladies cardiaques, décès de diabète, grippe et tout ça, mais aussi accident de la route, suicide et tout ça. Et si on s'aperçoit que la courbe de toute mortalité confondue est vraiment plus élevée d'une année à l'autre, on peut dire qu'à ce moment-là, le phénomène nouveau, dans le sens de la COVID, a créé un bouleversement et effectivement, il y avait un état d'urgence. Si toute la mortalité confondue reste dans des proportions normales, dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'il y a juste eu des vases communicants, qu'il y a juste eu des transferts et que finalement, il n'y a pas un état épidémique. Autrement dit, dans le cas de la COVID, c'est assez évident. Si on a fait passer tous les gens décédés de maladies cardiaques, de diabète, de ci, de ça, comme étant des cas COVID, bien là, COVID est là, mais en réalité, les autres ont diminué. Là, tu rétablis à la fin de l'année, plus normalement. Ah, on dit, bien, il y a eu moins d'accidents de la route, les gens sont restés chez eux. Oui, mais il y a eu plus de suicides, ils sont restés chez eux. Donc, ça aussi, ça s'équilibre. Alors, l'indice sur lequel on ne peut pas tricher, c'est l'indice de toute mortalité cause confondue. Et là, s'il y a une surmortalité significative, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose pendant l'année 2020. J'ai une question par rapport à ça, parce que tu dis qu'il y a un phénomène nouveau, c'est la COVID, mais il y a aussi le phénomène du confinement total. Est-ce que ça peut... ça joue aussi? Là? Oui, bien c'est ça. OK. Donc, à ce moment-là, oui, on pourrait avoir une surmortalité qui... Et là, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait des gens avec vraiment une approche nuancée, une approche, je dirais, systémique, qui disent s'il y a une surmortalité significative en 2020, toutes causes confondues, voir la part de la COVID et la part des décès attribuables aux mesures de contrôle. Alors, et d'après moi, on va plutôt voir dans les années qui viennent
des indices peut-être de surmortalité à cause des problèmes liés à la santé mentale et physique, les opérations qui n'ont pas eu lieu. Ça risque d'arriver dans les années prochaines. Autrement dit, ce n'est pas si simple de lancer un chiffre comme ça à la face de la population. Mhm. Alors, si on essaie de regarder la mortalité toute cause confondue, vous l'avez ici de 2010 à 2020. Ça, c'est ce qu'ils ont présenté dans les médias. Alors, effectivement, ce qu'on note, c'est qu'en 2020, c'est plus élevé. Eux autres l'ont traduit en termes de 10 de plus. Ici, c'est taux par 100 000 habitants, mais comme me signalait, j'ai marqué son nom, Normand Guillemette, qui est vraiment sympathique. En tout cas, j'aimerais ça pouvoir faire des schémas comme lui aussi rapidement. Ce qu'il note, c'est que d'année en année, ça augmente. Mhm. Hein? OK, cette année est supérieure. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça augmente d'année en année pour la raison suivante. Alors là, je vais aller au prochain. Je vais juste à cliquer, je pense. Voilà. La population du Québec a augmenté de 8 en 10 ans, mais la tranche des 70 ans et plus a augmenté de 40 Wow. Et où trouve-t-on la majorité des décès de surmortalité? Ça reste que c'est des problèmes de santé, de morbidité, et c'est cette classe-là. Donc, c'est cette classe-là qui fait apparaître les statistiques globales si impressionnantes. La proportion des 70 ans et plus passait de 10 à 14 en 10 ans. Et si on prend seulement les 70 ans et plus, alors là, c'est vraiment intéressant parce que ce que lui note, effectivement, je l'ai lu moi-même, depuis 2015, c'est l'année c'est l'année où le taux de mortalité est le plus haut en 2020. Si vous regardez ici, à partir de 2015. Mais les gens, je ne sais pas si on fait exprès, les statistiques de l'Institut donnent de 2010. Prenez 2010. Il y a 5 années, entre 2010 et 2015, où le taux de mortalité chez 70 ans et plus était plus élevé. Et je vais vous montrer, on a même l'explication de ça. Et ici, on est vraiment légèrement au-dessus de la moyenne en 2020. Donc, historiquement, et dans le fond, l'explication de ça, on l'a un peu ici. Ça, c'est assez incroyable comme graphique, là. La courbe en noir, c'est la courbe chez les 70 ans et plus de mortalité hebdomadaire, toujours pour 100 000 personnes, là. Et en vert, c'est toutes les autres années combinées. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a suivi toutes les autres années combinées comme progression dans l'année, sauf, et ça, c'est partout en Occident. Je dis en Occident, on a mis les mêmes mesures, parce que là on tombe dans le politique, c'est très intéressant. Le fameux pic, le pic qui est à peu près là, fin mars, mai, qu'il y a partout, dans tous les pays en Europe, qu'il n'y a pas nécessairement en Afrique, qu'il n'y a pas nécessairement aux Indes, qu'il n'y a pas nécessairement ailleurs. Alors ça veut dire que c'est ce pic-là qui fait que c'est plus haut cette année. Sinon, regardez comme c'est intéressant, il n'y a pas de deuxième vague. C'est la courbe normale. Il n'y a pas de deuxième vague du tout ici. C'est tout à fait comme d'habitude. Ça suit la trajectoire des grippes, des épidémies qui diminuent à l'été puis qui augmentent à l'automne. Ce qui est vraiment typique, c'est l'espèce de pic du printemps partout, qui fait qu'on est supérieur cette année, mais que sur 10 ans, il n'y a pas une surmortalité significative. Et ici, encore plus intéressant, merci Normand, vous avez ici, si vous êtes capable de bien lire, là, de 2010 à 2020, vous avez quasiment par semaine. Ce n'est pas par semaine, ou c'est par 3-4 semaines. Et là, si vous regardez, là, chacun ici, là, des carrés, c'est comme une année. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est haut en hiver, ça baisse en été. Oups, ici, un petit pic en été, on ne sait pas c'est quoi. Et ça remonte à l'automne, pouf, l'autre hiver, ça redescend en été, ça remonte à l'automne, pouf, toujours la même chose. Ici, il y a eu le H1N1 qui fait que c'était assez élevé au début de l'hiver. Ici, il a mis 3 points d'interrogation, il ne sait pas c'est quoi. Il y a eu un pic en 2012-2013. Il y a eu l'influenza H3N2, un pic en 2014-2015 en janvier. Et on peut dire ici un petit pic en 2017-2018 au début janvier. Et notre pic COVID-19, mais qui n'est pas supérieur finalement tant que ça à des pics qu'on a eus antérieurement. Et dans le fond, la conclusion, c'est que depuis 2015, effectivement, il y a eu, entre 2010 et 2015, ça a l'air qu'il y a eu plein de mauvaises grippes et qu'il y a eu plus de décès. Il y a eu comme une amélioration. Il y a même des gens que j'ai consultés qui m'ont dit même on soigne mieux maintenant, on soigne mieux.
oui, on soigne mieux les personnes âgées, on les étire plus longtemps. Et ça, on va voir ça en 2021, 2022, 2023. Peut-être que les courbes vont commencer à augmenter. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'analyse pas des choses comme ça sans une perspective historique, démographique, les autres, des épidémies dans le temps, etc., pour pouvoir dire cette année, c'est la catastrophe. Alors, ce que je veux simplement démontrer, c'est que ce n'est pas la catastrophe cette année. C'est dans l'ordre des choses et que certainement, on n'a jamais utilisé les moyens de remède de cheval qu'on utilise à l'heure actuelle pour y faire face. En tout cas, moi, c'était quelques petites analyses que j'avais vues ici et là dans des groupes Facebook ou Twitter et compagnie. C'est de dire que dans les semaines 1 de janvier à mars, si vous regardez la saison de grippe normale là, de 2019 à 2020, elle n'était pas très, très féroce. Là. Quand je dis féroce, elle n'a pas causé énormément de décès. Alors, l'analyse elle est en dessous de la moyenne. Elle est en dessous de la moyenne. Elle est en dessous de la moyenne. Donc, ça voulait dire que normalement, ces personnes-là, et je vous cite un peu ce que j'avais lu, je vous fais un condensé, c'est que ces personnes qui auraient, et j'aime pas dire le terme, dû mourir de la saison de grippe normale, se sont retrouvées en partie dans le pic mars, avril, mai, juin, là, qui est important. Et l'artefact qui est à la semaine 23-24, ben, c'est parce qu'on a malheureusement éliminé une bonne partie des personnes 70 ans et plus, puis qu'on se retrouve encore en dessous. Au demeurant, ça ne change pas du tout votre analyse, puis je suis bien content que vous l'ayez présenté, parce qu'effectivement, ce qu'on voit là, c'est 10% de plus. Mais vous venez de faire la démonstration que ce n'est pas si simple, d'autant plus que les statistiques sont préliminaires, elles vont être réétablies. Si vous regardez l'Institut de statistique, je pense qu'elles sont préliminaires pendant 1 ou 2 ans, là, le temps qu'ils fassent tout ça. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, là, puis de ce que je pense l'ensemble du collectif est en train de dire, c'est qu'on nous garoche des chiffres, et puis si on veut faire amener un point, attention, il y a 10% de plus. Là, on est en train de nous dire quoi? 10% de plus qui sont dus à la COVID, pas à la COVID, mais vous venez de faire la démonstration, sans dire bétonnée scientifiquement, mais juste avec ce que vous venez de nous expliquer en 3-4 slides, on peut bien se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Mais est-ce qu'on pourrait au moins avoir ce discours-là? Et c'est ça que moi, je regrette dans les médias. On prend un 10%, puis là, hop! Alors ça fait l'affaire des gens qui disent qu'attention, le COVID a fait des morts. Je ne nie pas que ça en a fait ou pas, là. Mais c'est de ne pas aller plus loin. À chaque fois, de ne pas aller pousser l'analyse plus loin. Ça va faire l'objet d'un encart dans un journal ou dans un papier qui va être minimaliste. Puis on n'ira pas plus loin que ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ceux qui ne sont pas habitués à lire des statistiques ou quoi que ce soit, moi, je ne suis pas un spécialiste en statistiques là, de l'ISPQ ou de l'ISQ, pardon. Je vais les regarder. J'ai une approche scientifique dans mon domaine, mais qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le 10%, puis on va se dire, OK, c'est beau, là, on a 10% de mortalité qui est due, intuitivement, qui est due à la mortalité COVID. D'autant plus qu'on sait qu'on se pose la question avec ou sans, avec le COVID ou sans le COVID. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais je vous remercie. Je vous remercie d'avoir posé d'avoir mis ça là, en exergue, et je trouve que c'est très intéressant, votre analyse. Absolument. Puis moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu une aussi bonne analyse que ça à Radio-Canada ou dans les autres médias. Jacques, je pense que tu voulais intervenir. Oui, j'ai une question et c'est vraiment génial de voir ces données. Hein. C'est très important de les voir, de les partager. Alors, si on veut pousser l'analyse plus loin, je pense à une objection qui pourrait venir. Hein, c'est qu'il y a quand même une chose importante, c'est qu'on n'est pas dans une condition toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que les épidémies de grippe qu'il y a eu en 2015 ou auparavant, c'était sans confinement, sans gestes barrières, sans masque. Donc les gens vont dire oui, on a peut-être le même pic, mais c'est parce qu'on a eu le confinement, parce qu'on a eu les gestes barrières, etc. Si on ne l'avait pas eu, alors le pic aurait été beaucoup plus important. Donc ça ne veut pas dire que, je ne dis pas que c'est une objection définitive, mais ça renvoie vraiment à la question, est-ce que tous ces gestes ont été utiles, ou est-ce que même s'il n'y avait pas eu ces gestes, on aurait eu finalement un pic comme celui de la grippe de 2015? Et ce qui est intéressant, si on veut prolonger l'analyse, peut-être, c'est de voir ce qui s'est passé dans les pays qui n'ont pas confiné, comme la Suède, par exemple. Quand la Suède va comparer ses données avec les années précédentes, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Eux qui n'ont pas fait de confinement généralisé et qui n'ont pas été très stricts non plus sur les masques ou sur d'autres gestes comme nous, quoi. Voilà.
C'est là que d'autres personnes peuvent prendre le relais. C'est sûr que c'est l'argument massu qu'on pourrait invoquer. Mais là, si on cite la dernière étude, je ne Voilà. sais pas son nom, Yodadis, je ne sais pas trop quoi, je pense qu'Arnaud va en parler plus tard. Oui, Ça apparaît assez clair que le confinement non seulement n'aide pas la cause, mais nuit. oui. Donc, on pourrait dire, et moi je l'ai lu de beaucoup de personnes, pourquoi il y a un pic comme ça partout en Occident, dans les pays qui ont adopté la méthode autoritaire? Parce que l'OMS a lancé une alerte qui a fait friquer tout le monde, puis les gens se sont mis à paniquer et ont fait tous les mêmes erreurs au début. C'est pour ça que vous avez ces courbes-là en Grande-Bretagne, en Espagne, etc., etc. Et que probablement que si on avait fait comme d'habitude, juste gérer une grippe via le médecin de famille notamment, on n'aurait pas eu ce pic-là. Alors, on peut même inverser. Et pour rajouter un argument, parce que mon beau-fils est médecin en santé publique, alors je dis, je me pratique des fois lorsqu'on peut avoir un souper. C'est que les autres années, il y avait des vaccins. Même s'ils étaient efficaces à 30 50 il y avait des vaccins. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire que cette année, il y a donc ces taux-là sans vaccin et avec des conditions contre-productives. Mais bon, pour argumenter ça, ça prend un panel et au moins 1 heure à Radio-Canada parce que tout est là. Alors, je vais juste finir avec ça. Ce qu'il faut quand même retenir ultimement, si on n'aime pas les courbes et les statistiques, c'est qu'actuellement, pour cette année, quand on regarde cette fameuse mortalité toutes causes confondues ou surmortalité attribuable à la COVID, mais en relativisant, c'est que c'est le groupe qui compte seulement pour 14 de la population, mais 77 des décès totaux. C'est énorme. Et dans le cas de la COVID, 92 des décès totaux, âge moyen 85,3 ans, qui est en haut de l'espérance de vie normale. Donc, ça aussi, même si on ne veut pas s'embarrasser d'une grande étude diachronique, historique et tout, on peut quand même dire que c'est attribuable à un très petit nombre de personnes qui, de toute façon, inéluctablement, se dirigent ou se seraient dirigés vers la mort. Une façon de dire que j'ai fini. Super intéressant. Puis, oui, je rappelle encore aux gens que l'INSPQ, même, je pense que c'est en septembre ou en août, ils ont sorti une étude où ils disent clairement qu'il manque de données fiables qui démontrent que toutes ces mesures-là fonctionnent. Alors, le masque, la distanciation, les visières, etc., tous les gestes barrières, au fond. Ils disent finalement, on n'a aucune preuve que ça fonctionne, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et si on les met tous ensemble, ben là, ça risque de fonctionner. Ouais. Je ne comprends pas comment, là, mais, mais c'est ce qu'ils disent. Ben écoutez, peut-être qu'on pourrait passer à Jacques qui voulait nous parler des traitements. Merci beaucoup. Hein. Je suis content d'être là. Hein. Donc, je me présente brièvement. Moi, je suis chercheur. Je travaille à l'université McGill, mais où je suis rattaché sur un contrat de recherche. Hein. Je ne suis pas prof, je ne suis pas permanent là-bas. Et bien sûr, je m'exprime ici en tant que citoyen, puisque mon métier dans la recherche, ce n'est pas du tout le Covid ou ce n'est pas du tout la santé publique. Je fais des recherches sur la conservation de l'environnement, et notamment en Afrique de l'Est, la conservation de la faune, les droits des peuples pastoralistes. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais quand même, je me suis intéressé à cette crise et bon, j'ai fait un certain nombre de constats que je voulais partager et qui m'ont conduit à faire quelques posts dans les blogs ou dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, alors, la transition a déjà été faite. Hein. Je vais parler des traitements précoces, hein, parce que, comme on disait tout à l'heure, l'épidémie de cette année, Covid, c'est pas toute chose égale par ailleurs par rapport aux épidémies de grippe qu'on a eues auparavant. Donc, il y a eu les confinements, tout ça, c'est nouveau. Mais il y a une autre chose nouvelle, c'est que quelque part, on a empêché ou tout au moins réduit les possibilités de soigner des gens. Hein, en nous disant qu'il n'y aurait pas de traitement et les consignes qui sont données, c'est de rester chez soi en attendant que ça s'aggrave et après on est hospitalisé. En tout cas, en France, c'était clairement les consignes et au Québec, il y a eu une approche similaire. Alors, mon point de départ, c'est en fait une nouvelle qui est sortie récemment dans plusieurs journaux, dans la presse, dans le Journal de Montréal, où on nous a annoncé une percée majeure, ce sont les mots qui sont employés, dans le traitement COVID-19. Des résultats montrent que la colchicine, un anti-inflammatoire, est efficace pour traiter la maladie et prévenir des complications.
Il s'agit du premier médicament oral dont l'efficacité a été prouvée pour traiter des patients avant leur admission à l'hôpital. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles qui sont sorties dans la presse, le Journal de Montréal et sans doute beaucoup d'autres, il y a à peu près 2 semaines. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand je vois ça, pour moi, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que j'appelle ça une fausse nouvelle. On parle beaucoup des fake news, des fausses nouvelles. Je pense que ça, c'est une fausse nouvelle. Premièrement, ce n'est pas une percée majeure. Pourquoi ce n'est pas une percée majeure? Parce qu'on le savait déjà. Il y avait déjà 6 études, dont 4 qui sont déjà publiées, qui sont sorties sur la colchicine et qui ont déjà montré que ce traitement fonctionne. Alors, je vais partager mon écran. Ça vient d'un article qui a été publié le 6 janvier 2006. Et donc, le 6 janvier 2006, il y a déjà un chercheur qui a fait une revue de la littérature sur la colchicine qui a montré que 6 études, dont 4 déjà publiées, montrent que ce médicament marche, hein, si on fait la moyenne de toutes ces études. Alors, pour lire ce graphique, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tout simplement, tout ce qui est sur la gauche du graphique, c'est ce qui fonctionne, ce qui a un effet positif. Tout ce qui est sur la droite, et vous avez quand même une étude qui est légèrement sur la droite, l'étude de Lopez, c'est ce qui ne fonctionne pas, aurait un effet négatif. Si c'est juste au milieu sur l'axe vertical, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Et puis les petites lignes horizontales que vous voyez, en fait, c'est la variation dans le résultat. Donc, quand vous avez une étude qui est sur la gauche du graphique, ça marche, mais si la ligne horizontale traverse la ligne verticale, ça veut dire qu'on a de l'incertitude, on n'est pas sûr. Hein. C'est ce qu'on dit quand les résultats ne sont pas significatifs. Pas significatifs au seuil, dans le jargon technique, on dit au seuil de 95%, par exemple. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr à 95% que le résultat s'explique par le traitement. Mais ça veut dire quand même qu'on a un effet mesuré. Et parmi les 6 études passées en revue, vous en avez quand même 3, vous voyez, qui sont complètement à gauche du graphique, donc où là c'est très clair, on a un effet positif. Alors ce sont toutes des études randomisées. Et puis vous en avez encore une, la 6e, Pinzon, où vous voyez, ça franchit un peu la ligne verticale, mais pas de manière excessive. Donc voilà, pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, on le savait déjà. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que finalement les médias n'en parlaient pas? Et pourquoi on nous annonce maintenant une avancée majeure pour quelque chose que, en fait, on savait déjà? La présentation, et je vais continuer donc sur le deuxième point, donc, qui est de dire que ce serait le premier médicament oral dont l'efficacité a été prouvée. Donc ça également, c'est une fausse nouvelle, parce qu'il y a toute une série de traitements qui ont fait l'objet de recherches, et là, on n'est pas simplement à 5 ou 6 études, on est à des dizaines d'études. Alors, je vais revenir sur le partage d'écran en vous montrant les résultats sur l'ivermectine. Donc, l'ivermectine, qui est un médicament qui a été testé dans des dizaines d'essais, hein, en traitement précoce ou en prophylaxie. Le principe des graphiques est toujours les mêmes, hein, je ne vais pas réexpliquer, mais vous voyez qu'on est toujours dans un cas de figure où on est sur la gauche du graphique majoritairement, c'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont encourageants. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que quand vous voyez beaucoup de lignes qui croisent la ligne verticale, ça veut dire qu'il y a de l'incertitude. Mais néanmoins, quand vous avez plusieurs études dont le résultat moyen qui est visualisé par le carré se trouve à gauche, si en fait on fait une nouvelle analyse et qu'on assemble dans la même analyse statistique plusieurs études, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, à ce moment-là, parce qu'on regroupe les études, on va pouvoir mesurer un effet beaucoup plus significatif et donc beaucoup plus sûr. Donc cette incertitude que vous voyez chaque fois qu'une ligne verticale croise la ligne horizontale, plus vous rajoutez des études, plus cette incertitude diminue et finit par disparaître. Voilà. Donc voilà, les choses sont assez claires. Alors, il y a un autre médicament qui a fait beaucoup parler de lui, c'est également la vitamine D, hein, dont on reconnaît notamment en prophylaxie que ça a des effets bénéfiques, ça booste en quelque sorte le système immunitaire. Bon, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens guérissent tout seuls du Covid. Hein. Quand on a un système immunitaire qui fonctionne bien, on guérit tout seul. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise que si on booste un peu, eh bien, ça augmente les chances de ne pas s'aggraver et de survivre à cette maladie.
Alors, le médicament qui a fait le plus couler d'encre, évidemment, c'est l'hydroxychloroquine. Alors là, voici la première étude qui présentait des résultats au mois de mars 2020 sur l'hydroxychloroquine, mais rappelons que ce n'est pas l'hydroxychloroquine toute seule qui marcherait et qui donnerait des bons résultats selon ces études, mais c'est l'hydroxychloroquine combinée avec l'azithromycine qui est un antibiotique. Donc là, vous voyez 3 courbes. La courbe jaune, c'est le traitement complet, azithromycine et hydroxychloroquine. Au bout de 5 jours, ce que dit ce graphique, au bout de 5 jours, on n'a plus de virus. On teste négatif. Après, vous avez les gens qui reçoivent uniquement l'hydroxychloroquine, c'est la courbe bleue. Donc là, vous avez une réduction, mais quand même, il y en a encore beaucoup qui testent positif. Et après, vous avez ceux qui reçoivent aucun traitement, et c'est la courbe noire. Donc voilà, ce graphique porte sur un petit nombre de patients, et en fait, la courbe jaune, ça correspond simplement à 6 patients. Alors, à cause de cela, il y a eu énormément de critiques. Tout le monde est tombé vraiment sur cette étude pour en souligner les faiblesses méthodologiques. Et ces faiblesses méthodologiques sont bien réelles, mais ça ne change pas le fait que vous avez quand même 6 patients qui ont tous guéri, alors que dans les autres groupes, vous avez eu, soit ils ont guéri plus tard, soit ils n'ont pas guéri. En tout cas, le résultat, clairement, est moins encourageant. Personne n'a jamais dit à l'issue de cette étude qu'on avait un traitement miracle. Les gens ont simplement dit il se passe quelque chose, vérifions, continuons de faire des études pour vérifier ce résultat. Et maintenant que nous sommes en janvier 2021, eh bien voilà ce qui a été fait. Vous avez ici une liste, non pas de toutes les études sur l'hydroxychloroquine, mais seulement de celles qui concernent l'hydroxychloroquine en traitement précoce. Et vous voyez encore une fois que pratiquement toutes les études sont sur la gauche du graphique. Et alors, ce site qui fait ce travail de consolidation en regroupant toutes les études, et personne ne va contester le fait qu'en fait, il est très exhaustif, que même les études négatives sont recensées sur ce site, qu'on a donc un consensus qui se dégage concernant l'efficacité de ce médicament qui, dans un certain nombre d'études, est combiné avec autre chose. Ça peut être avec l'azithromycine, comme mentionné tout à l'heure, ou ça peut être aussi avec le zinc, puisqu'on a montré que cette combinaison aurait également un effet bénéfique. Alors, je veux souligner que moi, je ne suis pas médecin, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, tout ce que je fais, c'est que je présente les résultats de la science. Ça, c'est la science. C'est ce que dit la science. C'est l'état actuel des connaissances scientifiques. Ce n'est pas l'avis d'un tel, ce n'est pas mon avis, c'est les publications scientifiques dans leur ensemble. La science, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'études qui sont invoquées pour, au contraire, contredire ces résultats. Donc, j'ai parlé de ce traitement qui combine hydroxychloroquine et azithromycine. Et vous êtes sans doute au courant qu'il y a eu énormément de tapage médiatique pour dire que ce traitement ne marche pas. Alors, je vous cite, par exemple, une de ces études. C'est une méta-analyse qui porte sur 29 études. Mais je souligne que dans le graphique que je vous ai montré auparavant, en fait, toutes ces études sont des études de traitement précoce. C'est l'hydroxychloroquine montrée en traitement précoce. Donc, le consensus, c'est que ce médicament marche, mais qu'il faut le donner tout de suite, dès les premiers symptômes. Or, la méta-analyse en question, qui est utilisée pour discréditer le traitement, parmi les 29 études qu'elle passe en revue, il n'y en a en fait qu'une seule qui porte sur les traitements précoces. Donc, en fait, on discrédite une approche thérapeutique qui consiste à traiter de manière précoce en invoquant d'autres études qui portent sur un traitement non précoce sur des patients hospitalisés dont certains sont dans un état grave. Alors, quelle est la logique là derrière? Ce n'est pas du tout une logique scientifique. C'est un peu comme si vous me disiez, si je vous disais, ah, les fraises sont rouges, et vous allez me dire, ah mais non, c'est pas vrai, parce que les citrons sont jaunes. C'est exactement le même mode de raisonnement, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire ce n'est pas logique. Mais pourtant, c'est ce qui se passe, et c'est ça qui a conduit à discréditer donc un certain nombre de traitements. Voilà, donc je voulais mentionner cette revue qui est vraiment le cas de figure. Après, bon, je vais peut-être un peu accélérer, je crois que j'ai déjà... Est-ce qu'on sait quand c'est sorti cette étude-là? Cette méta-analyse-là, c'est sorti quand? Alors, la méta-analyse de Fiolet, c'était, je crois, au mois de mai ou juin, et vous pouvez être sûr qu'on l'a constaté, c'est que dans les jours qui ont suivi, les médias, surtout les stations de radio, ont pris cette étude pour dire le traitement développé par le professeur Raoul de l'Institut universitaire de Marseille, on peut jeter ça à la poubelle, ça ne vaut rien, regardez, maintenant on sait, la science a tranché. Alors que le professeur Raoul a toujours dit, mon traitement marche,
si on le donne de manière précoce, après c'est trop tard, ou ça ne marche pas toujours, ou ça ne marche pas aussi bien. Ouais. Hein? Il y avait aussi, je crois, l'étude de Discovery ou Solidarity qui avait donné des doses excessives d'hydroxychloroquine pour dire, ah, voyez, c'est dangereux. Ils avaient donné 4 fois la dose létale. Voilà, alors je donne Ouais. seulement un exemple, mais il y a d'autres histoires, il y a d'autres choses qui ont été faites pour discréditer. Effectivement, parfois on n'a pas utilisé le même traitement, on a donné pendant 5 jours alors que c'est préconisé pour 10, ou on n'a pas donné les mêmes doses, donc du coup c'est pas comparable, hein, mais on compare quand même. C'est un petit peu comme si on s'arrangeait toujours pour trouver un moyen de faire en sorte que ce traitement ne marchait pas. Hein. Par exemple, si vous faites un essai sur des patients jeunes qui ont 40 ans en moyenne, et qui n'ont pas de comorbidité, hein, et qui ne sont pas obèses, bon, effectivement, vous n'allez pas, en plus avec un échantillon qui ne serait pas très grand, vous n'allez pas montrer un effet parce que les gens guérissent tout seuls. Donc, si vous voulez montrer si ça marche ou pas, il faut prendre les patients vulnérables, ceux pour lesquels on dit qu'il y a un effet vraiment favorable. Voilà, donc il y a toute une série de choses comme ça qui se passent, et le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a aucun essai randomisé à ce jour qui a été conduit pour tester le protocole Raoult, donc le protocole de l'IHU de Marseille, azithromycine combinée à l'hydroxychloroquine, ou on peut appeler ça aussi le protocole Zelenko, parce qu'il y a un médecin de New York qui a rajouté le zinc et qui a montré que ça marchait encore mieux avec le zinc. C'est le professeur Zelenko qui a aussi publié ses résultats. Donc voilà, donc ce traitement qui est considéré par les gens qui soignent des patients Covid en ambulatoire, qui voient des centaines ou des milliers de patients, qui est considéré comme étant donc le plus efficace ou un des plus efficaces avec le traitement avec l'ivermectine, en fait, ce traitement n'a jamais été testé sur une population vulnérable dans un essai randomisé. C'est-à-dire que même si on conteste les résultats, on peut toujours dire c'est pas convaincant, vos études sont faibles, elles sont pas randomisées, l'effectif n'est pas assez grand, il peut y avoir des biais. On peut dire ça, c'est totalement légitime. Mais alors, si c'est le cas, faisons une étude randomisée en bonne et due forme. C'est le devoir des autorités, quand quelqu'un a trouvé quelque chose, d'aller voir si ça marche ou pas. Or, ça n'a pas été fait. La seule étude randomisée sur ce traitement a été faite au Qatar et porte sur des gens qui ont 42 ans en moyenne et qui sont tous en bonne santé. En plus, il y a beaucoup de soleil là-bas, donc ils sont sans doute pleins de vitamine D. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est absolument surréaliste. Hein. Alors, je vais un peu sauter quelques diapositives parce qu'on ne peut pas... Peut-être juste, Jacques, c'est juste pour mettre en rapport, je pense que c'est encore plus frappant quand on se dit qu'un médicament qui s'appelle le Remdesivir a passé à travers, d'une façon absolument aussi malhonnête, a passé toutes les étapes d'approbation, a été acheté en France, en Europe, ici même au Canada, alors que c'est un médicament maintenant qui est reconnu toxique même par l'OMS. Absolument. Les vaccins passent avec beaucoup moins de précautions et on crie au génie. Alors, on voit vraiment qu'on se sert de la science pour faire passer ce qui arrange, bien entendu, les compagnies pharmaceutiques. Donc, dans le fond, le contre-exemple, c'est de voir ce qui passe rapidement et qui est de mauvaise qualité ou qui est, en tout cas, inconnu, de qualité inconnue. Absolument. Et les mêmes personnes qui ont fait la promotion de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine ont dit dès le début que le Remdesivir, c'était pas convaincant, que les études étaient mal ficelées, et ce n'est que des mois après que finalement les autorités ont dit « Ok, c'est vrai, ça ne marche pas très bien », mais ça ne les a pas conduits malheureusement à reconnaître la validité des traitements précoces. Alors, je vais rapidement dire... Gilead avait fait sa fortune, il faut bien le dire aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été vendus. Voilà, je vais y arriver. Ouais. Je vais y arriver. Alors, rapidement, je mentionne qu'il y a aussi la colchicine. Bon, la colchicine, j'ai déjà mentionné, mais il y a également d'autres médicaments qui ont fait leur apparition avec un petit nombre d'essais. Je mentionne ça rapidement, mais il y a la fluvioxavine, il y a la bromexine, il y a la povidone, et donc tout ça, ce sont des médicaments qui ont également des études randomisées à leur appui. Hein. La présentation, là, les diapositives seront présentées sur le site pour que les gens puissent consulter les sources. Et effectivement, donc je veux terminer avec la question des conflits d'intérêts et discuter un petit peu, mais qu'est-ce qui explique qu'alors qu'il y a tellement de publications montrant qu'on a des traitements contre la Covid, des traitements précoces, hein, je précise, des traitements précoces, comment expliquer que malgré tout cela, on n'en parle pas ou on continue de faire la promotion de médicaments qui ne marchent pas comme le Remdesivir.
Et donc, voilà, j'arrive à une publication qui a fait un petit peu la démonstration de ce problème des conflits d'intérêts, hein, et qui a montré graphique. Vous voyez ce tableau de données. Vous avez, en fait, vous savez, les gens qui prennent parole, qui sont des médecins, qui sont des experts ou des scientifiques, leurs données de conflit d'intérêts sont rendues publiques. Il y a des sites web sur lesquels on peut taper leur nom et voir combien d'argent ils ont touché des laboratoires. Donc, au moins, c'est transparent, donc c'est une bonne chose. Et donc là, ce tableau a été fait par des gens qui sont allés vérifier les gens qui ont le plus pris la parole, je crois essentiellement en France, par rapport à l'hydroxychloroquine. Donc, vous voyez les gens qui sont très favorables à l'hydroxychloroquine, vous voyez dans la ligne du haut qu'ils n'ont quasiment rien touché de Gilead. Gilead, qui est le laboratoire qui produit le Redemsivir, cette molécule dont tu parlais tout à l'heure, Pierre. Ceux qui ont un avis favorable ont touché un peu d'argent, ceux qui sont neutres ont touché moyennement de l'argent, et ceux qui sont défavorables et très défavorables, vous voyez, c'est eux qui ont touché en moyenne les plus grosses sommes du laboratoire Gilead. Alors, argent qu'ils touchent pour faire des présentations, pour mettre en place des essais thérapeutiques, pour assister à des conférences. Bon, je ne connais pas les détails, mais voilà, c'est ce qu'on appelle… C'est une coïncidence, voyons, c'est une coïncidence. Alors, ça ne veut pas dire que les gens, attention, hein, ça ne veut pas dire que les gens sont criminels, ça ne veut pas dire que les gens sciemment envoient des fausses nouvelles, mais ça veut juste dire qu'ils sont piégés, ils sont dans un système où finalement la rhétorique, le discours, ce qui fait partie de leur environnement social, ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler leur habitus au sens de Bourdieu, hein, eh bien, est déterminé par cet environnement des laboratoires. Donc, ils sont biaisés, ils ne sont pas forcément malhonnêtes, hein, mais ils sont biaisés, ils sont totalement biaisés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient, et à la fin, il faut demander de rendre compte. Alors après, je voulais rapidement mentionner également la censure par les algorithmes. Vous voyez ici quelqu'un sur Facebook ou sur Twitter, mais on voit ça tout le temps, c'est juste un exemple, qui a voulu partager le fait qu'en Inde, on peut acheter un traitement Covid pour $2, ivermectine avec doxycycline et zinc, un des traitements avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, qui est le plus reconnu comme fonctionnant avec des essais randomisés. Donc, on peut acheter ça pour $2 en Inde pour se faire traiter. Il a voulu partager ça sur Twitter et évidemment, vous ne respectez pas les règles de notre communauté et il s'est retrouvé suspendu pour 24 heures. Voilà. Sans compter toutes les vidéos de YouTube qui ont été enlevées, etc., etc. Voilà, et simplement pour résumer, donc voilà la liste donc, des traitements qui ont été confirmés par de multiples études, ceux qui sont prometteurs parce qu'on a quelques études et que ça commence. Et les raisons de cette ignorance médiatique ou de ces fausses nouvelles, il ne faut pas avoir peur d'employer le terme, c'est de la fausse nouvelle, hein, ce qu'on a eu sur le Journal de Montréal, sur la presse, de nous dire qu'on ne sait pas encore traiter ça, qu'on n'a pas d'éléments scientifiques, c'est de la fausse nouvelle et qui peut s'expliquer par la fraude. Alors, je suis passé rapidement, mais il y a eu le LancetGate, je ne sais pas si les gens connaissent, mais je crois que ça a quand même été médiatisé. Hein, 2 articles frauduleux qui ont été ensuite rétractés dans 2 journaux médicaux absolument majeurs, et ce sont des articles qui allaient contre l'hydroxychloroquine et dont on a vu que les auteurs avaient des liens d'intérêt, certains d'entre eux, avec Gilead. Donc, fraude scientifique, conflit et liens d'intérêt, on a vu ça clairement, censure sur les réseaux sociaux et ce que j'appelle l'idéologie scientiste, et là je renvoie à quelque chose que j'ai écrit, je mettrai le lien, mais c'est que cet argument qu'il n'y a pas de preuves, qu'est-ce que ça veut dire pas de preuves? En science, on n'a jamais de preuves définitives, on a toujours des preuves partielles qui sont plus ou moins fortes. Et donc ça, cet argument comme quoi la preuve ne serait jamais définitive est utilisé, instrumentalisé par des gens qui veulent s'opposer à ces traitements, qui vont toujours nous dire « Ah, mais l'étude a telle ou telle faiblesse, on n'est pas complètement sûr, on a besoin d'une étude plus forte, avec un effectif plus grand de patients, etc. » Mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut se baser sur les résultats qu'on a, même s'ils ne sont pas définitifs, et il faut agir selon ces résultats, et surtout, il faut conduire des recherches supplémentaires pour aller plus loin, et si on considère qu'on n'a pas suffisamment de preuves, il faut aller chercher les preuves, ce qu'aucun gouvernement, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, n'a fait. Pourquoi? La question est ouverte. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Ah, mais c'était super intéressant, super intéressant. Sur la notion de conflit d'intérêts, en fait, je pense, si je ne m'abuse, au Canada, parce que j'avais regardé ça il y a quelques mois ou quelques années, les conflits d'intérêts au Canada, je pense que les chercheurs, les médecins ne sont pas obligés de déclarer leur conflit d'intérêts. C'est vraiment sur une base volontaire. Alors qu'aux États-Unis, je crois qu'ils sont obligés de le faire. Donc, à moins que ça ait changé, la dernière fois que j'ai vérifié,
c'est ça, au Canada, les conflits d'intérêts, les experts n'ont pas à divulguer les conflits d'intérêts. Ce n'est pas une obligation. Donc, merci. Super intéressant tout ça. Peut-être j'ajouterais aussi que sur les revues médicales, les revues scientifiques, il y a au moins 4 rédacteurs en chef de revues médicales, le New England Journal of Medicine, le British Medical Journal et le Lancet. C'est les 3 dont je me rappelle. Il y en a un autre que j'oublie. Mais les rédacteurs en chef de ces revues-là ont eux-mêmes dit que c'était très difficile de se baser sur la recherche, les études qui sortaient dans ces revues-là en raison de l'influence énorme de l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a Marcia Angel, entre autres, qui était rédactrice en chef, je pense, durant 10 ou 20 ans au New England Journal of Medicine. Elle a écrit des livres par rapport à ça. Donc, voilà, c'est un problème dont on parle rarement. Donc, merci, Jacques. Oui, tu as ajouté quelque chose? Beaucoup des études, donc, en fait, toutes ces études listées, alors, certaines ne sont pas très bonnes, certaines vraiment ont vraiment de fortes faiblesses, mais beaucoup sont aussi publiés dans des journaux mineurs. Par exemple, la synthèse sur la colchicine, c'est un journal grec qui publie en anglais, qui a une reconnaissance internationale, mais ce n'est pas le top 5 des journaux médicaux. Mais le top 5 des journaux médicaux, c'est là où justement où les rédacteurs en chef nous disent qu'il y a énormément de corruption, parce que c'est ceux-là qui sont ciblés par les laboratoires. Et donc, voilà. Et quand on invoque cette liste, les données, les petits graphiques que je vous ai montrés, donc la première chose que les gens qui voient cette liste et qui ne veulent pas entendre cet argument disent, c'est « Ah, mais ce ne sont pas des journaux majeurs ». Non, ce ne sont pas des journaux majeurs, mais les journaux majeurs, de toute façon, il y a énormément de corruption. Et deuxièmement, cette liste, on ne sait pas exactement qui a créé ce website qui fait la liste de toutes les publications disponibles. Et mais il est de notoriété publique quand même que ce sont des réseaux dits un peu conservateurs ou proches de Trump aux États-Unis qui ont mis en place ces sites. Mais je m'en fiche. Je veux dire, on a une liste de publications. Les publications sont réelles, qu'on lise les publications. Si on ne veut pas croire les graphiques, qu'on aille chercher à la source même. Pour moi, c'est simplement une liste qui m'aide à trouver les publications, mais si je vais sur le site de McGill ou si je vais sur Google Scholar, je vais également trouver ces publications. Donc voilà. C'est important de vérifier, premièrement, qui est, moi je regarde souvent qui est sur le comité éditorial. Donc, très souvent, il y a une petite revue à laquelle je pense que je ne connaissais pas avant. J'ai découvert ça il y a quelques mois, qui s'appelle PeerJ. Sur leur comité éditorial, ils ont 5 prix Nobel quand même. C'est pas, donc, j'imagine que la recherche qui est publiée là-dedans, c'est de la bonne recherche, puis ils publient des recherches des plus grandes universités aux États-Unis. Donc, voilà. Arnaud, c'est à toi. Oui, c'est difficile de passer en dernier parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'aurais voulu traiter. Je pense que c'est la deuxième fois que je fais ça en plus. La prochaine fois, tu seras le premier. Non, je n'aurai pas ce souci-là, mais je remercie tous mes collègues qui m'ont précédé. Là. Je trouve ça très intéressant. Puis effectivement, j'avais quelques petits trucs, mais je vais pousser un peu plus loin aussi le raisonnement. J'ai beaucoup apprécié Laurence parce qu'elle m'a amené une notion ou une dimension que je n'avais même pas vue parce qu'on se rend bien compte dans toute cette crise-là qu'il y a énormément d'informations qui nous parviennent, mais c'est centré sur le nombre de cas, le nombre de décès, puis les hôpitaux débordent, comme je vous dirais, à chaque année. Mais on n'a même pas idée de l'ampleur que ça peut prendre dans notre société de voir le spectre élargi des conséquences de tout ça. Et je remercie Laurence de m'avoir amené cette dimension-là. Je n'en avais même pas pris conscience, donc je ne connais pas tout. Ça, en bon scientifique, je pense que je sais que j'ignore beaucoup de choses encore. Merci à Pierre pour son analyse fructueuse sur les statistiques. On s'est encore rendu compte que finalement, c'est très difficile de juger ce 10%. Jacques, merci beaucoup parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans la dernière édition du collectif, là, les traitements. Je rajouterais quand même aussi, tu as parlé du Remdesivir, là, mais il y a des suspicions que le variant serait créé par le Remdesivir. Là, c'est sorti il y a 2 semaines. Bon, ça a été Raoult, mais ça a été confirmé par une équipe
Américaine, je pense. Je n'ai pas les noms, mais le variant qu'on verrait apparaître, notamment en Angleterre, serait peut-être, je mets ça au conditionnel, je n'ai pas retrouvé la publi. Il y avait aussi le vaccin AstraZeneca hein, qui était... AstraZeneca, même le Pfizer aussi. Donc là, on peut se poser beaucoup de questions. Puis, tu sais, on prend l'idée de Jacques, puis je faisais du pouce là-dessus. Moi, je ne m'étais pas mis de points aussi bien développé, puis je n'ai même pas fait de slide là, comme Jacques ou comme Pierre. Mais Pfizer, regardez ce qui s'est passé avec le vaccin de Pfizer. On a eu une publication qui a été faite par Pfizer, puis on s'est dit, OK, on accepte ça. Aux États-Unis, la FDA a donné son accord en moins de 2. Ça a été signé, je pense, début décembre. Au Canada, ça a été signé promptement. Puis en Europe, ça a été signé à peine plus tard. Mais on a vacciné avec un Pfizer sur une étude. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Comme on a dit, moi, je ne suis pas pro ou anti-vaccin. Si le monde estime qu'il faut se faire vacciner, ben, tant mieux, choisissez cette voie-là. Si vous voulez vous faire traiter, comme Jacques expliquait, avec tous les traitements qui peuvent exister, tant mieux. Mais est-ce qu'on pourrait en discuter de façon collective? C'est quand même quelque chose de majeur. C'est jamais arrivé au Québec. C'est jamais arrivé dans le monde où on impose quasiment, quand je dis impose, qu'on force, disons, là, on n'est peut-être pas encore dans la position, en tout cas, j'espère pas, mais qu'on va aller vers massivement une vaccination et ça repose sur une publication officielle qui est faite par le fabricant lui-même, alors qu'on connaît l'état de corruption du domaine. Jacques l'a souligné, Julie, tu l'as souligné aussi. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de débats à l'intérieur de notre société. Et comme je disais, ou alors je ne les vois pas tous, mais assurément que sur les réseaux sociaux, je ne vois pas de clip de quoi que ce soit. Je regarde du côté européen. J'ai relu encore cette semaine la chaîne suisse, je ne sais plus laquelle, la Suisse romande, là, où ils faisaient un débat entre un pro et un anti-vaccin, puis des scientifiques de renommée dans leur pays respectifs. Je trouvais ça super intéressant. Jamais je ne vois passer ça. Jamais je ne vois de débat de fond. Est-ce que la vaccination, c'est notre seule et unique voie pour pouvoir sortir de la crise? Jacques l'a dit. Les courbes le montrent actuellement, c'est en chute libre. Je suis encore allé voir là, les quelques États aux États-Unis, là, quelques États qui ont été ciblés, aussi bien ceux qui n'avaient pas de mesures sociales comme ceux qui en avaient, ceux qui en avaient. Ben, leur courbe de nombre de cas est en chute libre, celle au Québec est en chute libre. Alors, on peut se poser cette question-là. J'aimerais avoir ce débat-là, moi, actuellement au Québec, et on ne l'a pas. Alors, Pfizer, c'est effectivement, c'est majeur, d'autant plus que si on regarde ce qui s'est passé, on en a un tout petit peu touché 2 mots la semaine dernière, mais en Angleterre puis en Israël, ben, le nombre de cas augmente, le nombre de décès augmente, et puis le nombre de complications suite à ça, le CDC américain relève plus de 350 problématiques suite à la vaccination. Est-ce qu'on peut se poser la question pour quelque chose que quand tu es touché par la maladie, tu as une grande chance, une grande probabilité de pouvoir t'en sortir sans trop de séquelles. Oui, on ne connaît peut-être pas nécessairement les séquelles à long terme, mais on n'en connaît pas plus sur un vaccin. Et bien évidemment, on ne va pas non plus parler parce que je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, vous le savez, mais sur l'idée du vaccin ARN messager et compagnie, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Là. J'ai vu encore des articles sur Twitter de personnes, de docteurs en médecine qui expliquent que ça ne marche pas. La française Henrion qui en parle à n'en plus finir, qui est censurée à n'en plus finir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Julie, tu l'avais spécifié. On censure bien souvent ce qui est vrai, malheureusement. Hein? Donc, posons-nous la question. Ça, les conflits d'intérêts, ben, effectivement, puis Julie, tu m'en parlais, mais ce qui serait intéressant, je pense que le scientifique en chef qui conseille, disons, l'équipe de Arruda aussi, c'est une personne, je pense, de l'Université Laval, hein, Marc Brisson. C'est intéressant d'aller voir par qui il a été financé, ce monsieur-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, nullement, mais il y avait quelqu'un qui disait, quand vous faites venir un médecin au journal télévisé, là,
première question qu'on devrait poser, c'est quoi vos conflits d'intérêts? Moi, je peux annoncer que j'en ai pas actuellement quand je vous parle. Là. Jacques, tu n'en as probablement pas. La semaine dernière, tu n'en avais pas. En tout cas, je ne sais pas si tu as changé de... J'aimerais bien en avoir. Mais la première question qu'il devrait poser, le journaliste à son interlocuteur, ce serait quels sont les conflits d'intérêts? Parce que ça pourrait nous aiguiller beaucoup sur la façon de faire. Hein. Jacques, tu l'as suffisamment montré. J'avais un autre petit point là, pour mettre encore l'accent sur l'hydroxychloroquine. On l'a dit en préambule, l'American Journal of Medicine a publié il y a une semaine ou deux un papier comme quoi il reconnaissait du bout des lèvres là, que l'hydroxychloroquine marchait. Bon, bien évidemment, ça ne s'est pas passé non plus aux grandes nouvelles. Et sans dire que c'est le Lancet ou le New England Journal of Medicine, là, ça reste quand même que c'est quand même un bon papier, enfin un bon périodique, un bon journal. Pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi on n'a pas ce débat-là? Et je trouve ça déplorable de façon générale. Le dernier point, c'était quand même, j'aimerais qu'on revienne juste un peu sur les mesures sociales. Je pense que si la prochaine fois, il y a M. Denis qui vient, Denis Rancourt, je pense qu'il va se faire un grand plaisir d'exposer ça. Mais pour mettre la table à la semaine prochaine, je pense qu'on est en droit aussi de se poser la question, est-ce que le confinement marche, mais qu'est-ce que ça veut dire, marche? Baisse des cas, baisse de pas de cas, et un des plus grands, si ce n'est le plus grand épidémiologique au monde. Alors là, je pense que c'est Julie qui avait les slides du papier qui montrait que parmi toutes les NPI, là, les interventions non pharmaceutiques, donc les mesures de contrôle social, ils n'étaient pas en mesure de trouver un quelconque bénéfice de confiner ou non des pays ou des régions. Est-ce que tu veux que je te remette la conclusion? Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the spread of COVID-19. Oui, c'est ça. C'est qu'eux, ils ont quand même fait leur étude sur un paquet de pays, puis sur un paquet de mesures quand même de contrôle. Et ces mesures, est-ce qu'elles marchent? Est-ce qu'elles ne marchent pas? Là, on va peut-être avoir un gouvernement qui va nous annoncer la prolongation des mesures de confinement, de restriction, tout en pensant aux commerçants. On n'en sait rien. Mardi, une annonce du premier ministre. Est-ce qu'ils vont se targuer d'avoir réussi le confinement puis de vouloir nous l'imposer encore, de le continuer parce que les cas baissent, alors que visiblement, je veux dire scientifiquement, est-ce que je préfère entendre la voix de M. Legault qui va nous dire par A plus B que ça a marché versus ce monsieur-là qui a fait toute une étude scientifique? La preuve en est, je ne sais pas, là, mais... Est-ce qu'on pourrait avoir ce débat-là, puis ne pas se faire rentrer dans la gorge un quelconque discours, bon, c'est ça, là, puis qu'on en puisse en parler. Merci, Julie. Il n'y a pas de preuves solides qui soutiennent le rôle des interventions non pharmaceutiques plus restrictives dans le contrôle de la COVID au début de 2020. Bien évidemment, vous allez me dire que c'était au début de 2020, on n'a pas vu celui de récent. Mais bon, regardez, ils disent qu'ils ne remettent pas en cause le rôle, mais qu'ils ne trouvent pas d'avantages supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On n'en déduit rien du tout. On en déduit quoi? On continue et ça me fait ça me fait la préparation pour Denis. Merci Julie. Ça me fait mettre la table pour la semaine prochaine. Je pense que si Denis va venir, il va en parler, Denis Rancourt. Mais c'est aussi pour toutes ces questions de problèmes sociétaux, là, je veux dire. Ce que le confinement, les mesures strictes imposent aux populations et encore une fois de plus, le traitement de cette information dans nos médias traditionnels. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qui se passe en Italie, qui est quand même assez majeur. Le peuple s'est soulevé en disant, écoutez, nous, on n'en peut plus. Les commerces, il faut que ça roule. Les restaurants, il faut que ça roule. Puis actuellement, les dernières vidéos que j'ai pu voir, même sur des sites, on va dire, officiels, montrent une vie à peu près normale qui est revenue, des gens attablés au restaurant, les terrasses qui rouvrent et compagnie, les commerçants qui sont écœurés, pris à la gorge parce qu'ils ont eu un confinement au printemps qui était très, très strict. Mais là, ça ouvre. Les émeutes en Autriche, ça fait 2 nuits là, que les émeutes battent leur plein. La Hollande, cette semaine, qui n'est pas non plus un pays qui est réputé pour être violent, mais il a été d'une rare violence. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu des images, mais je trouve que ça
À quelque part, ça fait très peur. Donc, pays relativement pacifiste, ça fait une semaine que ça brasse pas mal. Le Danemark aussi sur les mesures sanitaires. L'Angleterre, c'est moyen, mais il y a eu aussi l'Espagne. Et puis, il y a la France avec la crise sanitaire plus les mesures qui sont intimement liées à tout ça. Donc, la loi sur la sécurité globale, il y a eu une période avant Noël, ça a brassé bien du monde. Et puis là, on y retourne. Disons que c'est une des problématiques, mais c'est encore une fois de plus intimement lié à cette gestion de la crise. Au Québec, bon, on est tranquille, il fait moins 20 aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'on ait envie beaucoup d'aller dehors. Est-ce que c'est une voie? Je sais que Jacques, tu avais évoqué le fait de dire, OK, il faudrait se bouger. Je ne sais pas, je ne veux pas créer de manifestations, je ne suis pas de cet acabit-là, mais posons-nous la question, puis connaissons ce qui se passe aussi. On nous parle que c'est une pandémie. Pandémie, ça veut dire qu'il s'étale sur beaucoup, beaucoup de pays. Peut-on avoir aussi le point de vue, le son de cloche derrière? Parce que là, on reste dans notre petit Québec, un petit peu au Canada, puis bien évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, parce que visiblement, ils ont mal géré ou quoi que ce soit. Moi, tant mieux, on a quelques images, mais actuellement, on n'a rien qui se passe du côté européen sur ces mesures-là, sur ces contrôles-là. Et puis, le sentiment que certaines personnes, puis je pense que ça va arriver chez nous, hein, Laurence en parlait, mais on a tous dans notre entourage du monde qui commence à être écœuré. C'est un problème de santé mentale. Le suicide, les chiffres sont très difficiles à avoir. Je pense que Julie, tu en avais déjà aussi un petit peu parlé. Le taux de suicide, là, le décrochage scolaire, si on n'accompagne pas, comment, Laurence, tu parlais des profs qui en arrachent, et puis Julie aussi, effectivement, il faut que l'ensemble des profs se réinvente en même temps que, comme on disait, le parachute, il faut fabriquer le parachute en pleine chute libre, c'est pas toujours évident, mais bon, regarde, c'est notre job, dans mon cas, c'est ma job, je l'accepte, mais ça fait partie du lot de questions, et j'ai pas le sentiment qu'on veuille nous éclairer, qu'on veuille discourir de tout ça. Il y a des façons de faire, il y a des choses qui se font, il y a des mauvaises choses qui se font pour dire, OK, on a mal géré nos hôpitaux, nos CHSLD, puis finalement, Pierre l'a montré, c'est les personnes, malheureusement, dans la tranche d'âge la plus vieillissante que les problèmes arrivent. Qu'est-ce qu'on a changé entre le mois de mars, avril, versus le mois de décembre? La courbe, elle est tristement encore célèbre pour dire que majoritairement, c'est encore des personnes vieillissantes, alors que oui, bon, on va me dire que oui, ceux qui sont hospitalisés sont de plus en plus jeunes, j'en conviens, mais est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce qu'on peut avoir ce débat-là? Bon, je n'irai pas plus loin, mais on peut pas. Mais on ne peut pas poser de questions. On ne peut pas poser de questions. Puis si on pose des questions, bien évidemment, le terme dont on a déjà parlé revient très souvent. Alors, c'est un peu ce qui fait mon tour de l'actualité de cette semaine qui avait retenu mon intérêt, malheureusement ou heureusement. Mais j'espère que ça va, je ne veux pas dire allumer, je n'ai pas la science infuse, je ne pense pas que Jacques, ni Pierre, ni Julie, ni Laurence, mais au moins à nous tous, qu'on soit capable d'établir un dialogue avec des gens qui ne pensent pas comme nous, puis qu'ils nous apportent des arguments tout aussi valables de leur côté, puis que, bien évidemment, on soit relayé par les médias officiels, parce que, comme on dit, il y a de la censure, puis on ne passe pas. Donc, je ne vois pas comment on peut faire passer nos messages. Hein. On le fait actuellement. On le fait, mais c'est très difficile. Hein. En même temps, les vidéos tiennent sur YouTube, ça dépend. Hein. Si tu vois, Jacques, tu l'as montré, mais si les algorithmes sont assez puissants maintenant pour te faire censurer tout et n'importe quoi. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui avait publié un article officiel d'un journal traditionnel qui parlait d'hydroxychloroquine, puis Twitter l'avait supprimé, avait suspendu son compte 2 jours en demandant de retirer le truc, alors que c'était quelque chose qui était officiel. Donc là, tu te dis, OK, là, on n'a plus beaucoup de pouvoir, entre guillemets, de discussion ou de dialogue. En tant que, et même, on a vu pire, une citation de George Orwell qui a été censurée par YouTube. Non. Pour montrer que, oui, ça a fait... Alors... C'était laquelle? C'était quoi la citation? Est-ce qu'on sait? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas de mémoire, mais la personne a publié son truc avec la bande de YouTube, comme quoi c'était quelque chose sur le totalitarisme, etc. Wow. Ça montre leur inculture aussi. Là. Malheureusement, moi, je crois qu'on a atteint un point de non-retour, en fait. Je pense pas que le dialogue va avoir lieu, tout simplement parce que mettons-nous à la place des gens donc, qui ont défendu, qui ont mis en place ces politiques.
imagine que maintenant ils disent ah oui, on s'est trompé, on peut soigner la Covid. On s'est trompé, on n'avait pas besoin de tout ça, il suffisait de faire appel au traitement, etc., etc. Parce que si on peut soigner la Covid, alors là, c'est clair que même le reste de polémique qu'il peut y avoir sur l'utilité du confinement ou le reste d'hésitation qu'on pourrait avoir sur le confinement généralisé, sur les masques, etc., tous les doutes s'en vont parce que si on peut soigner les gens, il y a peut-être besoin encore de protéger quelques personnes vulnérables, mais globalement, la vie normale peut reprendre. Donc, imaginez que vous êtes quelqu'un qui a autorité, qui dirige le pays et qui va dire « Ah, on s'est trompé, on pouvait soigner les gens, on n'avait pas besoin de faire tout ça. » Mais le gars, il est mort, quoi. Je veux dire, alors là, parce que pour l'instant, ça tient parce qu'on est un petit nombre, c'est des petits groupes qui contestent. Et les médias arrivent à verrouiller tout le reste et l'opinion publique majoritairement reste quand même dans la confiance du gouvernement. Hein, donc, le gouvernement peut rester. Mais si maintenant le gouvernement reconnaît cette erreur ou les gens qui sont en position d'influencer, que ce soit dans les médias ou ailleurs, reconnaissent leurs erreurs, alors là, tout le monde va leur tomber dessus. Ils sont terminés. Ils sont terminés. Donc, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre de communication. Je crois qu'on va avoir vraiment tout jusqu'au bout pour qu'ils protègent leur Bastille. Et je ne sais pas comment ça va se terminer, peut-être dans la rue. Jacques, oui, justement, dans cette optique-là, toi, c'est quoi la fin? Il n'y a pas de fin? On va vivre éternellement confinés? C'est quoi, là? C'est-à-dire que si je peux permettre, moi, ce qui me laisse abasourdi, je n'attends rien des dirigeants. Je pense qu'ils suivent un agenda qui est le leur et jamais ils feront amende honorable. Ce serait rêvant couleur. Mais ce qui me peine, puis je l'ai constaté avec des amis très proches, c'est que les gens qui ne sont pas sortis de la marmite assez tôt, hein, Guelenouille qui est sauté en dehors de la marmite avant qu'il au bout puis endormir. Moi-même, j'ai commencé en mars passé, là, en portant le masque avant tout le monde, en nettoyant mes légumes, et j'étais très concerné. Je veux dire, j'ai pris ça au sérieux jusqu'à ce que ma belle-mère décède, je vois le sort fait aux personnes âgées, et qu'une amie en qui j'ai confiance me dise « Dis donc, ce truc-là, là, il paraît que… » Mais je veux dire, je n'aurais pas fait ça. Et d'ailleurs, je tiens à le mentionner, moi, je suis sur Facebook depuis avril. Sinon, j'étais allergique aux médias sociaux, je n'avais même pas de téléphone cellulaire. J'étais plus dans l'optique couper tous ces trucs-là. Alors, je me dis, où je serais aujourd'hui si je n'avais pas eu accès à ça? Et je parle à des gens et la dissonance cognitive serait tellement grande que des gens que ça fait 10 mois qui croient au gouvernement, qui croient aux mesures, se retournent en disant « Ben Pierre, sais-tu que tu avais raison? Ils nous ont menti. » Il ne reste plus tellement grand temps pour rétablir les faits. Je pense qu'il y a deux blocs qui vont… C'est vraiment dommage. Ça fait penser aux États-Unis, entre les patriotes et les autres. Tu sais, il y a une polarisation qui est aussi créée par cet état-là de pandémie à l'échelle de l'Occident. Eh bien, en fait, selon moi, ce clivage-là, c'est vraiment… moi, je mets la faute sur les médias. Hein, parce que c'est là où il devrait y avoir des débats, c'est là où il devrait y avoir des dialogues, c'est là où il devrait y avoir du respect envers toutes les opinions, ou du moins une très large proportion d'opinions ou plusieurs opinions. Et c'est là où vraiment c'est fermé. Hein? On donne pas de place aux gens qui ont une opinion dissidente. Donc, selon moi, c'est vraiment le problème à la base, c'est dans les médias. Parce que si les médias avaient laissé place au débat, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mais selon moi, en tout cas, je sais pas, je voudrais pas prêter d'intention à personne, mais moi, ce que je pense, c'est que s'il y avait des débats, c'est clair que toutes ces mesures-là, elles prendraient fin. Parce que la science, selon ce que j'ai vu, encore là, je ne suis pas scientifique, mais selon ce que j'ai vu, la science, elle est du côté des dissidents et non pas du côté des dirigeants. Hein? Puis ils le disent eux-mêmes en plus. Horacio Arruda nous a dit « Ah, cherchez pas la science derrière le couvre-feu. » Il n'y en a pas. L'INSPQ qui nous dit il n'y a rien qui démontre que les mesures fonctionnent. À un moment donné, je veux dire, combien de temps ça peut durer tout ça? Là? Selon moi, ça peut seulement durer si vraiment les médias sont hermétiques à tout ce qui est discours dissident. Julie, moi, je serais porté à penser ça. Donc, il faut faire le cheval de Troie puis rentrer dans les médias. C'est pour ça qu'on est là.
Mais je ne comprends pas en France, où il y a quand même beaucoup de débats, même si c'est sur des plateformes alternatives, on voit que ça brasse des experts, j'en vois tous les jours. Le gouvernement Macron en rajoute et Legault copie ce qui se passe en France. Ouais. Donc, Ouais. ça n'a pas l'air à changer grand-chose dans l'agenda. Ben, Là, Pierre, je vais quand même t'interrompre. Oui. Je pense que Macron, là, vendredi, quand il a réuni son dernier conseil de défense, là, au sortir, que Castex a annoncé que la France allait non pas se confiner, mais allait interdire toute entrée-sortie à des... Ils ont eu peur, moi, je pense, dans le sens qu'ils ont vu que la grogne commençait à apparaître dans les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe en Europe aux alentours, là, Hollande, Autriche, l'Allemagne aussi, ça brasse aussi un peu. Mais je pense qu'ils n'iront pas aussi loin ou aussi vite, où il faut qu'ils leur trouvent un deuxième souffle, hein, à une troisième vague ou à quoi que ce soit, parce qu'eux aussi, en France, ça se pète la figure, la courbe. Tant mieux, hein, je veux dire, qu'on passe à autre chose, qu'on traite et puis que tout aille bien, mais je pense qu'on a quand même ce pouvoir-là. Alors, les réseaux sociaux sont bons, hein, il y en a plein qui voudraient fermer les réseaux sociaux. Là. Je ne sais pas qui parlait en France de dire qu'il faut fermer les réseaux sociaux, puis aux États-Unis, pas mal, qui voudraient les censurer encore plus. Bill Gates qui a dit ça. Bill Gates, il faut qu'on s'occupe de ce problème. Oui, il y a eu Bill Gates cette semaine. Si tant est qu'elle est vraie, je n'ai pas eu la formation, la source, là, mais en Europe, en France, il y a eu Xavier Bertrand, je pense, ou en tout cas, Jacques, peut-être, tu sais, c'est qui, là, qui avait... en tout cas, il y a un politicien ou plusieurs politiciens qui ont dit qu'il faudrait censurer les médias sociaux encore plus. Ben voyons, non, tu vois, ils sont déjà pas mal censurés, naturellement, quand je dis naturellement, c'est-à-dire de façon algorithmique, là. Puis en plus, il y a le PM comme Legault qui avait appelé. Alors, la grosse affaire en ce moment en France, d'ailleurs, je vous invite à aller signer la pétition si vous arrivez à la trouver, parce que moi, j'ai pas réussi à. Les liens ne fonctionnaient pas. Peut-être trop de monde veut signer, je ne sais pas. C'est François, qui est un journal un peu atypique, qui a été créé par des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ensuite a fait faillite, a été repris, donc a un peu changé l'agenda, et qui maintenant est un journal seulement en ligne et écrit essentiellement par des contributeurs bénévoles. Ce n'est pas véritablement du journalisme professionnel, et il ne se base pas non plus sur les dépêches AFP. Et ils ont toute une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui ont suivi en détail la crise Covid et qui vraiment ont fait un rapport en invitant des scientifiques. Ils font aussi des vidéos, ils interviewent des scientifiques. Et donc, c'est un peu le narratif alternatif à la doxa gouvernementale. Doxa gouvernementale que vous trouvez dans toutes les stations de télé, dans toutes les stations de radio et dans tous les grands journaux, les grands médias. Et François, maintenant, ils sont sous pression, c'est-à-dire que Bachelot, la ministre de je ne sais plus quoi, là, veut réviser l'accord qui leur permet donc d'exister. Il y a eu aussi un syndicat des journalistes, donc des journalistes les attaquent, des journalistes qui attaquent d'autres journalistes contre la diversité, et journalistes contre la diversité. Alors là, il y a quand même un truc. La presse perd son crédit totalement avec une histoire comme ça, c'est incroyable. Jacques et puis Julie, et puis tout le monde, là, il y a quand même eu un truc, je ne sais pas si vous avez vu passer le papier comme quoi cette semaine, là, au Québec, il y avait... je ne sais pas, peut-être l'association des médias là, qui voulait rentrer dans les CHSLD pour montrer. On n'en a pas parlé, mais on aurait dû en parler en préambule. Là. Je trouvais ça quand même intéressant parce que je pense que vous avez tous vu sur vos médias ou vos réseaux des gens qui disent « Ah, il n'y a personne aux urgences » ou « c'est vide. » Encore aujourd'hui, j'en ai vu. Là. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, les médias traditionnels ont demandé à pouvoir rentrer dans les Est-ce que dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, dans les... Et, tu vois, la nouvelle est interprétée de deux façons par les, entre guillemets, les militants. Certains y ont vu une manœuvre en dessous de tout pour rajouter des images sensationnalistes dans l'opinion publique. Parce que oui, parce que déjà, on a beaucoup de héros là, en train d'opérer bien en scaphandre et tout, et puis si on en rajoute, si c'est Québécois Média qui veut rentrer dans les hôpitaux, j'aurais peur, moi.
Oui, en effet, en effet. Écoutez, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. Si vous permettez, je vais rajouter mon grain de sel à tout ça. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui nous vient de notre premier ministre, François Legault, qui nous dit le couvre-feu n'est pas prêt de disparaître. En fait, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le couvre-feu fonctionne. Ça marche. On parlait tout à l'heure de statistiques interprétées de façon bancale. Ben, c'est peut-être le cas parce que, qu'est-ce qu'il nous dit? Le couvre-feu, attendez un petit peu, j'avais ça ici. Vaut mieux vraiment en rire parce que c'est d'une tristesse. Un comptable qui nous dit « ça marche ». Regardez, on le voit, ça marche. Quelqu'un me l'a dit l'autre bord de la rue. C'est incroyable. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est ça, ici. Quant au couvre-feu en vigueur depuis le 9 janvier, il devrait être maintenu à Montréal comme ailleurs, a laissé entendre Christian Dubé. OK, je pensais que c'était François Legault qui avait dit ça, mais c'est Christian Dubé. Il dit « Il y a une chose qu'on voit, c'est que ça fonctionne avec le couvre-feu », a-t-il déclaré. Je ne sais pas de quoi il parle parce que vous disiez tout à l'heure… Les gens qu'on rencontre nous disent… Les gens qu'on rencontre. Les gens qu'on rencontre nous disent « Au moins, c'est clair, on connaît les règles. » Et c'est encourageant, c'est qu'on voit que ça a baissé. Mais là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une autre nouvelle encore sur Radio-Canada qui nous dit « Les cas sont à la baisse en Ontario. » Mais en Ontario, ils n'ont pas de couvre-feu. Si je ne m'abuse, la santé publique n'a pas recommandé le couvre-feu en Ontario. Donc là, tout à l'heure, Arnaud, je pense que tu disais que les courbes baissaient partout. Donc, je ne vois pas comment Christian Dubé a interprété ça comme étant une conséquence du couvre-feu. Mais bon, libre à lui d'interpréter ça comme il veut, finalement. Il y a une chose dont je voudrais vous parler par rapport au couvre-feu, c'est en fait un recours dont je suis demanderesse. Ça a été fait vendredi, une demande en habeas corpus. C'est au nom en mon nom et au nom de Jean-Pierre Matte. C'est en fait pour faire cesser le couvre-feu. Donc, je vous invite à lire ça. On va mettre les liens dans la description de la vidéo et à la fin de la vidéo également. Donc voilà, c'est ma bonne nouvelle de la semaine. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais mentionner? Ah oui, quelque chose une petite nouvelle un peu cocasse. J'ai entendu ça ce matin et ça m'a fait sourire et ça m'a fait rager un peu en même temps. Le masque, moi, je comprends pas pourquoi les gens ne devraient pas avoir compris depuis 1 an que les masques, il faut le faire vraiment, il faut les porter vraiment convenablement. Le nez et la bouche doivent être couverts. Les côtés du masque ne doivent pas être ouverts. Donc, il faut que notre masque soit adapté pour qu'il soit… Oui, mais d'ailleurs, excusez-moi, vous me faites vous poser une question. Moi, j'ai un petit visage. Là. Si je veux qu'ils tiennent le masque, il faut que je les retourne les sangles. Donc, c'est vraiment pas efficace. Je suis mieux d'avoir le masque qui est un petit peu plus lousse, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est embêtant pour les petits visages. Oui, ça dépend quel genre de masque vous utilisez. Est-ce que c'est un masque réutilisable ou c'est un masque à usage unique? De procédure. De procédure, OK. Prenez du tape. Ayez du tape avec vous. Comme ça, à chaque fois que vous prenez un nouveau masque, c'est ça. Il faut les patenter, il faut les ajuster. Il faut que ce soit bien ajusté. Sinon, si jamais vous êtes infecté, vous continuez à infecter les autres. Ça veut dire qu'on s'est imposé une mesure sans qu'elle ait eu de l'effet. Mm-hmm. On veut... Voilà. Donc, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment dresser les cheveux sur la tête parce que dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que les masques de procédure, les masques bleus, finalement, on nous dit que ça ne fonctionne pas parce que c'est ouvert sur les côtés. Mais tout le monde porte ça depuis qu'on a une obligation de porter le masque. Il y a vraiment beaucoup de gens qui portent ces masques-là et c'est ouvert sur les côtés. Et là, apparemment que, il faut que ce soit… il faut qu'on se le tape d'en face, là, finalement. Ouais, mais à l'hôpital, on n'a jamais vu ça, là, Julie. Mais non, je sais! Les docteurs, les infirmières, pour protéger de toutes les infections possibles et inimaginables. Exactement. Là. Donc, je me dis, mais d'où ça vient cette histoire-là que les masques de procédure, que les masques doivent être vraiment fermés? Ça sera peut-être comme le docteur Fauci qui est en train de dire que ça prendra 2 masques, puis jusqu'à 2 ou 3 masques. Ouais. J'ai entendu 4 masques cette semaine.
En effet, en effet. Donc, on aura peut-être Denis Rancourt qui va nous parler des masques la semaine prochaine, on le souhaite. Denis qui a fait une étude, qui a fait une méta-analyse, je pense, des études sur les masques. Qui est super intéressante. Donc, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter, sinon, on va se laisser là-dessus. Juste mentionner que si il y a des gens qui nous regardent, qui regardent les vidéos du collectif et qui veulent nous poser des questions dans les commentaires en dessous, on va regarder, on va les prendre en note puis on va essayer d'y répondre dans les prochaines vidéos. Oui, et si vous voulez signer la lettre du collectif pour demander un débat public, ce qui est une de nos exigences, il y a autre chose aussi, là. Mais bon, vous lirez la lettre, on va vous mettre le lien dans les commentaires et à la fin de la vidéo. Donc voilà, sur ce, merci beaucoup à tout le monde qui était là aujourd'hui. Puis merci à la prochaine fois. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bye. Au revoir, à bientôt. À bientôt.